Bonjour amis internautes, merci de nous avoir fait confiance. C'est iNews 24 en collaboration avec Grand Journal. Nous sommes reçus ici par Eric Mwamba dans ce bureau de iNews 24, le bureau de Grand Journal. Bonjour Eric Mwamba. Bonjour cher Denis. Comment ça se passe avec Grand Journal? Parce que il semble déjà que vous êtes déjà en train de lancer de nouveaux numéros. Oui, ça se passe très bien. Nous préparons une édition spéciale sur la Côte d'Ivoire avec, on veut comprendre un peu, voir clair dans la politique de Côte d'Ivoire qui est un grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans le monde francophone, si je prends bien, il y a la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, la RDC en Afrique centrale, qui sont des très grands pays francophones. Alors, le Premier ministre ancien, je pourrais dire Premier ministre, qui était le dauphin désigné du président Alassane Ouattara, est décédé. Il y a un nouveau Premier ministre qui est bien connu par le public congolais, Ahmed Bakayoko. Nous sommes en train de faire un focus sur lui. Sera-t-il le prochain président de la Côte d'Ivoire? Point d'interrogation à lire dans le prochain numéro du Grand. Si nous ne voulons pas entrer déjà dans le jour, mais qu'est-ce que vous pensez ce qui pourrait arriver? Parce que jusque-là, Alassane Ouattara n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que après la mort du dauphin désigné, voilà, après sa mort, il semblerait déjà toute la classe politique commence déjà. Déjà, nous avons entendu la réaction des Bédier, des Conan Bédier qui a dit que ce sera anticonstitutionnel s'il accepte de se faire reconduire. Entre-temps, son parti politique, une partie du parti politique, c'est RHDP, c'est un regroupement. C'est comme l'équivalent du FCC au Congo. Il commence déjà à dire qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour désigner un dauphin et que lui-même peut déjà se représenter. En fait, il avait dans son carquois deux dauphins favoris. Amadou Gon Coulibaly qui est décédé et Ahmed Bakayoko qui était d'abord ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense nationale, qui était l'intérimaire d'Amadou Gon Coulibaly quand il est tombé malade. Il est parti se faire soigner en France pour 2 mois. Donc, ce sont ses enfants spirituels, politiques. Alors, il a désigné tout de suite... Amadou Gon Coulibaly est mort le 7 juillet, et le 7 juillet, oui. Et le 31 juillet, déjà, il avait nommé Ahmed Bakayoko comme Premier ministre. Donc, il y a 2 possibilités. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Soit Alassane Ouattara désigne Ahmed Bakayoko comme son prochain dauphin qui va devenir le président de la République, soit il se représente lui-même. C'est un jeu auquel Grand Journal se livre et on va voir ce qui va arriver. La politique étant l'art du possible, on ne peut pas dire jamais en politique. Voilà, nous vous épargnons le reste parce que Grand Journal sortira très bientôt et que nous ne manquerons pas de revenir sur cela. Mais entre-temps, en République démocratique du Congo, le taux du dollar a subitement chuté jusqu'à atteindre 15 parce qu'on pensait que ça allait continuer jusqu'à 22. Je me rappellerai d'un ami, Dani Ngouba, que vous connaissez. Le jeune homme a dit très bientôt, le dollar va atteindre nos dates de naissance et jusqu'à dépasser de 2020. Ce qui a atteint, c'est déjà dans les 22. Mais qu'est-ce qui fait que... quelles sont vos impressions quand les dollars chutent jusqu'à 15? Bon, c'était déjà le conseiller principal du président de la République en matière d'économie et finances. C'est l'un Bilomba qu'on a connu, qu'on a découvert par le public en faveur du procès de 100 jours. Ils avaient déjà annoncé les couleurs. Ils étaient en train de travailler au niveau de la Banque centrale et les conseillers du président de la République pour prendre des mesures qui devaient donner un coup de fouet afin de faire chuter la descente aux enfers du dollar, ce qui est arrivé. Donc il y a eu 2 facteurs principaux. Le premier, ils ont injecté un matelas de dollars dans le marché de la monnaie, la loi de l'offre et de la demande. Ils ont, puisque la Banque centrale a l'habitude de recourir à la planche à billets, donc ils ont stoppé de recourir à la planche à billets. Ça veut dire qu'ils ont créé la rareté des francs congolais sur le marché en injectant les dollars. Alors, comme ceux qui
il est rare et cher. Donc c'est un adage connu, dans un adage populaire. Alors, ça donnait un peu de valeur, un peu de crédit au franc congolais, ce qui fait que le taux a chuté. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la peur dans le milieu de spéculateurs. Donc, l'économie de la RDC est entre les mains des étrangers. Ce n'est pas un secret pour personne et on n'aura pas peur de le dire. Vous avez d'un côté tous ceux qui ont le marché des biens et des services de consommation courante entre leurs mains. Ce sont des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Indiens, des Chinois, etc. Et de l'autre côté, vous avez des compagnies de téléphonie cellulaire qui ont créé leur monnaie, qu'on appelle à Kinshasa ou en RDC la monnaie mobile. Donc les transactions, on parle de M-Pesa, on parle de Orange Monnaie, Airtel Monnaie, etc. Alors ces gens créent leur propre taux. Et vous avez de l'autre côté les cambistes qui sont en fait les représentants ou les commissionnaires de ceux qui prennent notre économie en otage, qui commercialisent les biens de consommation courante, qui dictent aussi leur taux. Ce qui fait que dans une économie où vous ne produisez rien et vous ne travaillez pas assez, la régulation de la monnaie a quitté la Banque centrale, qui est l'institut, l'autorité de régulation, pour être régulée au niveau de la rue. Donc c'est ce que l'autorité politique, qui devient de plus en plus en déphasage avec les attentes de la population, a cherché à récupérer la situation. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là se permettent? Pourtant, il y a des régulations quand même. La banque a des régulations. Quand nous n'avons pas de pareils exemples, par exemple, quand nous avons des compagnies mobiles qui se transforment presque à des banques, vous ne pensez pas que quelque part, il y a longtemps qu'on a laissé passer ces histoires-là comme ça? C'est tout simplement puisqu'on ne produit pas. Donc, on ne produit pas ce qu'on consomme et on ne consomme pas ce qu'on fait semblant de produire. Ce qu'on fait semblant de produire, c'est quoi? Ce sont nos minéraux. C'est la richesse principale de la RDC, le minerai. On produit les minéraux puisque ça se produit sur le territoire de la RDC. Mais en réalité, ce ne sont pas les Congolais qui produisent les minéraux. Vous avez les multinationales de tous bords, les Suisses, les Canadiens, les Australiens, les Chinois, qui produisent les minéraux de la RDC en RDC et les emmènent chez eux. Donc je suis en train d'employer des termes terre à terre pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre de quoi on est en train de parler. Alors, nous ne faisons rien de nos minéraux. Ça part pour être transformé, produire des voitures de marque en Allemagne, en Suisse, partout au monde, des bijoux, des laptops, des téléphones, etc. Alors, ce que nous mangeons, ça vient de la Zambie, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Kenya et d'autres pays occidentaux. Ce qui fait que notre économie n'est pas dans nos mains. Ce sont les brasseurs des capitaux qui nous dictent leur volonté. Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique, le baisse de taux du dollar, par rapport, là nous comparons par rapport au pouvoir d'achat, est-ce que ça profite à la population, ce taux qui est baissé? En principe, dès que le taux a chuté, dès que le taux du dollar a chuté, en principe, les prix des biens et des services sur le marché de consommation courante devaient automatiquement baisser. Mais ça ne baisse pas. Pourquoi? Puisque le taux, la chute du taux de dollar ne repose sur aucun paramètre économique, scientifiquement parlant, puisqu'on n'a rien produit. C'est-à-dire l'opérateur économique n'a pas de référence pour baisser le prix. Et pourquoi? Puisque quand il va épuiser sa marchandise, il sera obligé d'importer. Donc il n'est pas sûr que le taux actuel, ou soit la tendance, va aller à la descente. Et il n'est pas sûr que l'argent qu'il va gagner, qu'il va engager, va lui permettre de commander encore des produits. Ce qui fait que les observateurs, les opérateurs économiques vont rester attentistes, en train d'observer. La tendance sera toujours à la hausse et non à la baisse. Alors, ce qui peut faire baisser les prix, c'est puisque le deuxième facteur dans cette baisse, nous avons dit que c'est la peur des fossoyeurs, puisque l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, récemment mise en place
par le président de la République, et la reprise timide de l'indépendance de la justice sont deux facteurs qui font déjà peur aux fossoyeurs de notre économie, qui font la spéculation sur le taux du dollar. Eux, ils ont déjà reçu un message d'avertissement. On leur a dit, on vous connaît, on vous a déjà identifié. Si vous ne remettez pas de l'ordre dans votre boutique, on va mettre la main sur vous. Donc, si on commence à arrêter ces gens, la monnaie va être stabilisée puisqu'ils ne vont plus spéculer. Et du coup, le ministère de l'économie ainsi que d'autres ministères appropriés pourront faire exécuter la régulation des prix sur les marchés et les prix seront soit stables, soit ils vont baisser. Puisque la tendance au Congo, les prix ne baissent jamais. Pourquoi? Puisqu'on ne produit pas et on n'a pas le contrôle sur... Il n'y a personne qui a le contrôle sur la monnaie, puisque comme on a dit, la monnaie est régulée dans la rue. Donc il faut que l'État lutte contre l'impunité. Ça, c'est si nous abordons les solutions, que l'État lutte contre l'impunité, d'une part, et d'autre part, que l'État lance déjà le modèle économique de la RDC qui consistera à produire ce que nous consommons au Congo, puisqu'on a un marché interne d'environ 100 millions d'habitants. Mais pourquoi ne pas directement produire, faire des mesures qui déjà, certaines personnes commencent déjà à affirmer que ce sont des taux spéculatifs qui ne profitent pas à la population? Pourquoi ne pas aller directement à la production que de faire cet exercice qui ne profite à personne? Sauf à eux, les autorités. On ne peut pas lancer les plans économiques s'il n'y a pas la confiance entre la population et les autorités. Puisque nous n'avons pas au Congo une classe moyenne ou soit une classe d'opérateurs économiques capable de prendre en main l'économie du pays. La seule industrie au Congo, c'est la politique. Malheureusement, c'est ça la réalité. Alors, pour permettre à l'État de lancer un quelconque projet économique, il faut qu'il y ait la confiance entre la population et les autorités. Alors, la maîtrise du taux de dollar permettra à l'État, aux autorités, de redonner confiance à la population et qu'il y ait un partenaire social dans l'accomplissement du modèle économique, et à ce moment-là, on peut lancer. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer avec le temps, ce taux-là? Ça va baisser ou bien ça va remonter par rapport à... Parce que la production ne viendra qu'après. Ça va baisser si, à la condition qu'on sévisse les fossoyeurs, les spéculateurs. Si on ne sévit pas, puisque je précise que toutes ces compagnies multinationales, que ce soit dans le domaine minier ou dans le domaine de téléphonie cellulaire, nous avons nos autorités politiques de la RDC, les autorités gouvernementales, les généraux militaires qui sont actionnaires dans ces compagnies. Ce qui rend l'État impuissant, l'État incapable de sévir. Alors si le président Félix Tshisekedi, qui est un nouveau venu dans ces marigots politiques à plusieurs caïmans, si lui, il parvient, comme on voit qu'il essaye de prendre le contrôle sur l'armée et sur la magistrature, s'il impose son leadership et on sévit, ça va chuter et ça va profiter à la population. Mais si lui aussi s'est fait écraser par cette machine, ça ne va pas baisser et la situation va continuer. Et parmi les solutions, vous avez parlé de la corruption. Oui, lutte contre la corruption et la production, la création d'un modèle économique basé sur la diversification de l'économie et la production de ce que nous consommons, puisqu'on a un marché interne d'environ 100 millions de personnes et nous avons 9 voisins qui sont aussi des consommateurs. Mais maintenant, il y a un lobby très dur d'indo-pakistanais qui amène le riz, qui amène tout ce que nous consommons. Est-ce que ça sera possible de lutter contre cette classe qu'on appelle des new businessmen qui sont venus envahir l'économie? Je pense que c'est un effort que les autorités et la population congolaise. Ici en Australie, il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique. Quand tu vois un Australien dans les rayons en train d'acheter, l'Australien achète d'abord le Made in Australia, achète d'abord le kangourou. Parfois, les produits australiens coûtent plus cher que le produit importé. Mais l'Australien, dans sa mentalité, il dit « je dois d'abord soutenir l'industrie australienne ».
Et ça, c'est une mentalité. Si les gens commencent à produire au Congo, il faut que le Congolais achète d'abord le produit congolais. C'est de cette façon-là, tout simplement, qu'on va faire barrer la route, puisqu'on ne peut pas empêcher les étrangers, par exemple, de venir faire les affaires chez nous. Sauf qu'il y aura le business, ce qu'on appelle en anglais local content, qui seront exclusivement réservés aux Congolais, et le business est réservé aux étrangers. Mais les étrangers qui remplissent certaines conditions peuvent faire les mêmes affaires que les Congolais, mais il faut qu'au niveau des consommateurs, on développe le patriotisme économique pour soutenir l'industrie locale. C'est très important. Donc c'est un effort combiné entre les autorités et la population. Mais non, mais comment arrêter les cambistes? Parce que ce sont ceux-là qui sont trop, et ce sont ceux-là, les vrais spéculateurs, ce sont les cambistes. Et comment les arrêter? Parce que je me rappellerai quand on avait, en les années là, avec Étienne Tshisekedi, quand il est passé au pouvoir, le cambisme a presque disparu. Non, si le domaine de la monnaie, c'est un domaine de souveraineté de l'État. Donc, si l'État, en fait, le rôle de l'État n'est pas de produire. Le rôle de l'État, c'est de réguler, c'est de protéger les personnes et leurs biens, c'est-à-dire protéger l'investissement local, les investisseurs, développer la capacité, mettre en place un cadre juridique qui sécurise, qui donne des sentiments à ceux qui font les affaires, que je suis protégé je suis fier de faire le business au Congo puisque l'État me sécurise, la police me sécurise, tout le monde. Alors à ce moment-là, on peut contrôler la monnaie. Dans d'autres pays, si tu pars au Congo-Brazzaville avec le dollar, même si tu as faim, tu n'achèteras rien, puisque les tenants des petites boutiques, des quartiers, ne vont pas prendre tes dollars. À partir du Congo-Brazzaville jusqu'au Sénégal, c'est la même chose. Donc, ils sont dans la zone franc, le franc CFA, qui a deux banques, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et on fait les transactions en monnaie du pays. On ne peut pas faire. Nous sommes le seul pays au monde où on fait les transactions en dollars. Mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas le contrôle sur notre économie. Une affaire à suivre. L'actualité aussi est dominée par l'avocat des Camérés qu'on a refusé le visa et que tout le monde commence déjà à crier à un procès politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Maître Pierre-Olivier Sûr, qui est un avocat bien connu au Congo, a fait un communiqué, l'avocat de Vital Kamerhe, il a fait un communiqué qui fait en même temps office d'une lettre adressée à son client, Vital Kamerhe, où il dit que le chargé d'affaires de la RDC à Paris l'a reçu et lui a signifié que le visa lui a été refusé. Pour la bonne et simple raison qu'il n'existe pas d'accord bilatéral qu'on appelle en termes juridiques l'accord de réciprocité, qui permettrait aux avocats des deux pays d'aller plaider les causes de part et d'autre. Les gens crient au scandale aujourd'hui, beaucoup de gens, les sujets fait valser les médias et les réseaux sociaux, les gens considèrent que c'est un état de droit à double vitesse, que Vital Kamerhe est victime d'un procès politique, puisque les droits de la défense ne sont pas respectés. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité dans ces dossiers, c'est que tous les États du monde sont souverains en ce qui concerne l'octroi des visas. Ils octroient les visas à qui ils veulent et ils refusent les visas à qui ils veulent. Maître Sûr n'a pas présenté des arguments pertinents pour avoir la possibilité d'obtenir des visas. Tout simplement puisqu'il n'a pas apporté, même sur le plan de la jurisprudence, il n'a pas apporté de cas. Il dit qu'il y a une habitude, donc il évoque une coutume qui existe entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et la France, qui permet aux avocats de deux parties de plaider de part et d'autre. Mais le Congo n'est pas un pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Congo n'est même pas une colonie française. Donc, moi j'ai dit à mes compatriotes, est-ce qu'ils seraient scandalisés de la même manière si la France ait refusé un visa à un avocat français, à un avocat congolais, d'aller plaider la cause de Dominique Strauss-Kahn par exemple, ou de Nicolas Sarkozy en France? Est-ce que les Congolais seraient scandalisés, oui ou non? Évidemment, la France ne va pas donner le visa à l'avocat congolais, tout simplement puisque cet accord de réciprocité n'existe pas entre les deux pays. Deuxième chose qu'il faut savoir en matière d'obtention de visa, c'est que obtenir un visa pour aller dans un pays n'est pas un droit, c'est un privilège.
dont ces pays-là se réservent le pouvoir discrétionnaire. Et même quand vous avez obtenu votre visa, à tout moment, arrivé à la frontière, les officiers de police de frontière ont la latitude de vous refouler, donc de vous refuser l'entrée dans ces pays sans qu'aucune polémique ne soit engagée. Donc c'est un faux débat. Il y a beaucoup d'avocats compétents au Congo qui peuvent défendre notre compatriote Vital Kamerhe. Et vous pensez qu'est-ce qui pourrait advenir après ces refus? Mais il n'y aura rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le pouvoir souverain, l'exercice d'un pouvoir souverain de l'État congolais qui refuse de donner le visa à un demandeur français, peu importe sa qualité. Il peut venir au Congo en tant que touriste, mais il ne peut pas venir au Congo en tant qu'avocat. Voilà, donc on a compris. Puis maintenant, nous avons encore notre sujet d'actualité, parce que ça finira pas avec la République démocratique du Congo. Covid-19 en RDC, et ça a encore créé des polémiques. Il semblerait qu'au Congo, c'est vrai, vous ne portez pas le masque pour la protection, ce qui est obligatoire partout, même ici, c'est 50 000 francs. Et que vous portez ça mal. Je me pose déjà la question, porter mal, qu'est-ce que ça signifie? Mais vous portez ça mal, vous avez 5 000 $ d'amende. Et tous ceux-là qui veulent aller, qui quittent la République démocratique du Congo, 5 000 francs. Ceux qui quittent la République démocratique du Congo pour voyager, passer par les aéroports, frontières de la République démocratique du Congo, vous devez vous faire tester. Et le prix, c'est 30 $. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est pas trop? Oui, c'est non seulement c'est... Avant de poser la question de savoir si c'est trop, ou si c'est peu, ou si c'est convenable, il faut se poser la question de savoir si c'est légal. Donc je réponds tout simplement en disant que toutes ces pénalités qui ont été décidées sont illégales. Pourquoi? Tout simplement pour la bonne et simple raison que quand le président de la République a levé l'état d'urgence, il a dit on lève l'état d'urgence, mais la pandémie n'est pas finie. Donc il a dit aux gens, à la population, de continuer à respecter les mesures barrières comme ça s'est fait partout dans le monde. Ça, c'est pas de souci avec ça. Maintenant, quant à instituer les pénalités pécuniaires, ça c'est tout à fait illégal. Pourquoi? Puisque chaque infraction, puisque là on entre dans le domaine des infractions, si on vous demande de payer une amende, c'est-à-dire en amont il y a une infraction. Et pour qu'il y ait une infraction, il faut que cette infraction soit prévue par le code de notre procédure pénale, ou le code pénal, le code civil, ou n'importe quel code si vous voulez. Mais là, il faut d'abord que ces infractions existent en tant qu'infraction, et que ces pénalités existent en tant que pénalités. Or, nous savons que depuis le déclenchement de la pandémie, ou soit depuis que cette pandémie sévit en République démocratique du Congo, le Parlement de la RDC n'a pas légiféré. Donc il n'y a pas eu de nouvelles lois, il n'y a pas eu de révision des codes, de différents codes qui permettent à un policier, par exemple, de sanctionner quelqu'un qui a mal porté le masque ou quelqu'un qui n'a pas porté son masque. Porter le masque, je pourrais dire, c'est de la responsabilité du citoyen congolais qui doit porter le masque d'abord pour se protéger lui-même et pour protéger son entourage et protéger l'ensemble de la population. Mais ce n'est pas obligatoire. Du point de vue du droit, on ne peut pas obliger un citoyen congolais de porter le masque du point de vue du droit. Donc, comparativement à d'autres pays comme l'Australie, ils ont fait des lois. Ils ont fait des lois, c'est-à-dire que si vous voyez, les parlements des différents pays n'ont pas chômé pendant cette période, puisque même l'état d'urgence sanitaire n'existe pas dans la constitution de la RDC. Il y a l'état d'urgence. Le président de la République a la prérogative constitutionnelle de décréter un état d'urgence, mais pas l'état d'urgence sanitaire, parce que ça n'existe pas. C'était soit un abus de langage, soit une violation de quelque chose, quelque disposition quelconque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, du point de vue du droit, obliger un Congolais de porter les masques. Si vous n'avez pas cette possibilité de l'obliger du point de vue juridique, vous ne pouvez pas percevoir des amendes. Vous ne pouvez pas les sanctionner. C'est-à-dire que ça pose un problème moral, un problème politique, un problème juridique. Et ça peut même ouvrir la possibilité à des dérapages de corruption
ou de toutes sortes de je me rappellerai cette histoire de masque. Il y a eu plus de 2 morts avant, quand on l'avait instauré. Et il y avait des policiers qui demandaient 500 francs. Si vous n'avez pas, là, à cette époque-là, cette période-là, ce n'était pas obligatoire. Ça risque de devenir maintenant un business. Est-ce que les fabricants de masques, parce que maintenant, il y a une espèce de grand amour, c'est un sujet que nous abordons aussi dans le prochain numéro du Grand Journal qui va sortir. Il y a une espèce de bras dessus, bras dessous entre les policiers et les fabricants de masques. Est-ce que les policiers ont eu la formation nécessaire, par exemple, pour savoir si quelqu'un a bien porté le masque ou s'il ne l'a pas porté? Est-ce que c'est un masque approprié ou il n'est pas approprié? Est-ce que les policiers ont eu... Comment un policier, sur base de quoi un policier apprécie, par exemple, si quelqu'un a bien porté son masque ou il ne l'a pas bien porté? Oui, c'est ça la grande question que nous nous posons. Oui, est-ce que c'est très bien, du point de vue dissuasion, on voit à Kinshasa maintenant presque partout les gens qui portent des masques. Ça, c'est très bien pour prévenir notre population contre la pandémie. Ça, c'est très bien. Mais percevoir des pénalités, c'est illégal et les gens qui les font peuvent être poursuivis en justice si les gens portent les affaires devant des juridictions du droit écrit. Et moi, j'aimerais bien essayer, se livrer à cet exercice pour... Mais là, vous envoyez directement le député congolais à rentrer dans le perchoir afin de voter les lois qui sont appropriées par rapport à cette pandémie, parce que nous devons à tout prix protéger la population. En principe, la population devait marcher contre les partis politiques. C'est ça le rôle des partis politiques. C'est de former des militants sur des véritables revendications, sur des questions, des vrais problèmes de la population. Le Parlement congolais, on a vu un Parlement occupé à destituer les gens, à chercher qu'on augmente leur rémunération. Mais pendant cette période de pandémie, notre Parlement n'a voté aucune loi. Même lorsque le président de la République a pris des mesures à décréter l'état d'urgence, on a vu les deux présidents de 2 chambres très actifs pour savoir si c'était constitutionnel ou pas constitutionnel. Mais l'état d'urgence devait être accompagné de lois qui permettent l'application des mesures, puisque l'état d'urgence a été assorti des mesures. Et le Parlement devait voter des lois pour accompagner ces mesures. De sorte que, à la levée de l'état d'urgence, ces mesures continuent à être appliquées légalement, puisqu'elles se reposent sur des lois. Or, il se fait maintenant qu'on n'a pas de loi et par conséquent, les gens ne sont pas obligés ni de porter des masques, ni de faire quoi que ce soit. Ils ne sont pas obligés. C'est en tout cas ça, franchement. Merci beaucoup, Eric Momba. Merci de nous avoir reçus dans ce somptueux building des grands journaux, là où nous commencerons déjà à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est le numéro 1 des Café Grand Journal et iNews 24. Merci de nous avoir suivis et à la patience. Et nous vous disons à la prochaine. À très bientôt.